À la une de ce journal, le président de la République de retour à Nouakchott en provenance du Caire au terme d'une visite d'amitié et de travail en République arabe d'Égypte. Durant son séjour dans la capitale égyptienne, le président de la République a visité plusieurs centres d'intérêt. La société de télédiffusion de Mauritanie, TDM, lance une journée de sensibilisation sur la diffusion numérique terrestre. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a donc regagné la capitale cet après-midi en provenance du Caire, à l'issue d'une visite d'amitié et de travail en République arabe d'Égypte. Il a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott-Moutounsi par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, entouré du ministre conseiller à la présidence de la République, de certains membres du gouvernement et d'autres personnalités. Le président de la République a mis à profit son séjour au Caire pour visiter des sites emblématiques tels le Musée national de la civilisation égyptienne, le monument de la guerre d'octobre et la mosquée Al-Hussein construite à l'époque du califat fatimide en 1154 avant Jésus-Christ, Bokar Baylaba. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a été accueilli à l'entrée de la mosquée Al-Hussein par l'imam de ce majestueux édifice religieux. Sur place, il a été édifié sur l'historique de cette mosquée construite à l'époque du califat fatimide. L'imam a également présenté au président de la République de manuscrits rares, à savoir une très ancienne copie du Saint-Coran. À noter que la mosquée Hussein est l'une des plus anciennes mosquées du Caire, située près du célèbre quartier Khan el-Khalil, dans le quartier Al-Hussein. Le musée national de la civilisation égyptienne au Caire a constitué la deuxième étape de la visite du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Le musée dispose de plusieurs sections représentant les différentes ères et époques historiques de la civilisation égyptienne antique. Les collections du musée constituent les réalisations les plus importantes de la civilisation égyptienne, comme le Nil, l'écriture, l'État et la société, la culture, les croyances et les idées, et des momies royales. Autre étape de cette visite au Caire, il s'agit du monument de la guerre d'octobre, un grand musée militaire construit en 1973 et retraçant l'historique de la bravoure et de la victoire du peuple égyptien dans l'une des batailles historiques les plus importantes de son armée. Ainsi, le président de la République s'est rendu dans les grandes salles réservées aux expositions du musée de la guerre d'octobre d'une manière interactive, utilisant les nouvelles technologies multidimensionnelles. Et à l'issue de cette étape, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a consigné ses impressions dans le livre d'or du musée, louant ainsi les valeurs symbolisées par ce monument qui glorifie l'héroïsme des forces armées égyptiennes tout au long de leur histoire. Toujours au Caire, le président de la République s'est entretenu avec le grand cheikh d'Al-Azhar, Ahmed El-Tayeb, au siège d'Al-Azhar. Les entretiens ont porté sur des domaines d'intérêt commun entre les deux parties. Au cours de la rencontre, le président de la République a exprimé sa joie de se trouver à l'Azhar Sharif, qui, il y a plus de 1200 ans, constitue un lieu de diffusion de la connaissance et de la propagation du message éternel de l'islam. Ces savants ont grandement contribué à épirer les concepts doctrinaux de la religion islamique de toutes les influences qui lui sont étrangères. Ils ont, par leur apport précieux et leurs ouvrages prolifiques, apporté un immense trésor à la science et à la connaissance, dans lequel toutes les parties du monde islamique continuent encore de puiser et de s'inspirer.
Le président de la République a précisé qu'Al-Azhar, par son grand statut, son apport aux sciences universelles, occupe une place de choix dans l'esprit des hommes de Chinguitte, qui vouent une vénération sans limite pour ses érudits. Ce mémorable monument du savoir est demeuré pour eux une source de connaissances et un lieu de la science où apprenants et enseignants disposent d'un cadre idéal qui a forgé un tissu de relations entre hommes de savoir, à l'exemple de celui tissé entre les hommes de Chinguitte et les illustres érudits de ce haut lieu de la science, avec lesquels de solides relations de fraternité se sont créées. Il a souligné que la Mauritanie s'emploie constamment à vulgariser un discours d'entente et de cohésion pour consolider les valeurs de fraternité, de tolérance, de modération dont l'islam est porteur. Il a déclaré que notre pays se réjouit de bénéficier de l'expérience d'Al-Azhar dans la formation de cadres nationaux qualifiés et de compétents pour contribuer au développement du système éducatif et culturel. Ultime étape, c'est cette visite au siège de la Ligue des États arabes. Sur place, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, s'est entretenu avec le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Abou El-Qaïs, entouré de plusieurs de ses principaux collaborateurs. Nous vous le disions dans notre précédente édition, le président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a prononcé hier un discours au siège de la Ligue arabe devant le secrétaire général de l'organisation, Ahmed Abou El-Qaïs, et les ambassadeurs et représentants permanents. Il a salué toutes les réalisations de la Ligue arabe ainsi que les grands efforts déployés par le secrétariat général de l'organisation pour promouvoir l'action arabe commune et développer ses mécanismes. Mohamed Khattat nous livre la traduction intégrale de ce discours. Bismillahirrahmanirrahim. صاحب المعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. Au nom d'Allah, le miséricordieux, Excellence Ahmed Abou El-Qaïs, secrétaire général de la Ligue des États arabes, Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis tout d'abord très heureux d'exprimer au gouvernement de la République arabe d'Égypte et au secrétariat général de la Ligue arabe mes sincères remerciements pour la qualité de la préparation et de l'organisation de cette réunion, exprimant au secrétaire général, M. Ahmed Abou El-Qaïs, et à leurs excellences les délégués permanents, ma profonde joie d'être parmi eux aujourd'hui au sein de la Ligue arabe, la maison commune des Arabes. Je saisirai cette occasion pour partager avec vous quelques observations sur la réalité et les nécessités de l'action arabe commune et pour vous informer également de la démarche de vos frères de la République islamique de Mauritanie auprès des plus hautes instances arabes, régionales et internationales au sujet des défis qui se posent à nous. Les objectifs fixés par les dirigeants arabes pour la Ligue arabe en ont fait un organe de grand espoir pour les citoyens arabes. Elle est investie en vertu de l'article 2 de sa charte de la mission de renforcer les liens entre les pays arabes et de coordonner leurs projets politiques afin de renforcer la coopération entre eux et de préserver leur indépendance et leur souveraineté, ainsi que de diversifier cette coopération pour l'étendre et la densifier aux niveaux économiques, sociaux et culturels. Je saisis cette occasion pour saluer toutes les réalisations de la Ligue arabe dans cette même optique au cours des dernières décennies, ainsi que les grands efforts déployés par le secrétariat général de notre organisation afin de promouvoir l'action arabe commune et de développer ces mécanismes. Il est vrai que notre action arabe commune est encore, en termes d'efficience et d'efficacité, en deçà de ce à quoi aspirent les citoyens arabes et qu'elle est interpellée par les défis existants au niveau arabe, régional et international. Mais il est tout aussi vrai aussi que ce qui unit nos pays et peuples arabes sur les plans doctrinal, historique et culturel et ce qui les unit en termes d'intérêts et de destin commun constitue un capital en partage qui représente un ressort de leur action. Le monde d'aujourd'hui, en raison de la fulgurance des changements et de la force de l'influence des pays les uns sur les autres, de la force de l'interdépendance de leurs économies et du chevauchement de leurs besoins sécuritaires, environnementaux et géopolitiques, ne laisse pas aux pays, pris individuellement, beaucoup d'opportunités pour contrôler leur propre voie de développement.
Ainsi, les marchés, les espaces et les blocs économiques et politiques se multiplient à travers le monde en raison de la présence et de l'influence qu'ils confèrent à leurs membres. Sur cette base, nous, en tant que pays arabes, sommes tenus de moderniser notre Ligue et de développer une action arabe conjointe efficace si nous voulons restaurer la sécurité et la stabilité dans notre espace arabe, vaincre le terrorisme et l'extrémisme et établir un développement global et durable. La première étape sur cette voie est de faire taire le bruit des armes dans l'ensemble de notre monde arabe. Par conséquent, nous, en République islamique de Mauritanie, soutenons fermement tous les efforts arabes et internationaux visant à résoudre les conflits existants au Yémen, en Syrie, au Soudan et en Libye, d'une manière qui préserve l'unité et l'intégrité territoriale de ces pays et garantisse le droit de leur peuple à la stabilité, à la sécurité et au développement. Je réaffirme également notre position ferme et constante sur la nécessité d'établir un État palestinien indépendant avec Al-Quds Sharif comme capitale, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies et à l'initiative de paix arabe. Pour la résolution des conflits arabo-arabes, il convient de renforcer notre capacité collective à résister aux crises sécuritaires, économiques et environnementales qui déferlent sur le monde et dont les répercussions négatives affectent gravement nos tissus économiques et sociaux et notre maîtrise des voies de notre développement futur. Ces crises sécuritaires, économiques et environnementales sont, de notre avis, étroitement liées et se nourrissent les unes des autres dans un cercle vicieux et destructeur. Par conséquent, elles doivent être abordées de manière globale et intégrée. Partant d'une telle approche, nous avons construit, en République islamique de Mauritanie, notre stratégie nationale de lutte contre le terrorisme pour assurer la sécurité et la stabilité et pour surmonter les défis économiques et environnementaux. Vous savez tous que la région du Sahel dans laquelle se trouve notre pays est exposée depuis plusieurs années à une vague de violence et de terrorisme qui n'épargne aucun des pays de la région. Face à cette vague de violence et de terrorisme, nous avons adopté une approche globale. Nous ne nous sommes pas limités à renforcer militairement nos forces armées face aux groupes terroristes. Nous avons également engagé des actions parallèles pour lutter contre l'extrémisme idéologique et doctrinal par la diffusion de la culture de la paix, de la tolérance et de la modération. Avec certains de nos voisins, nous avons constitué un groupe d'États, le G5 Sahel, dont nous assurons aujourd'hui la présidence tournante pour mettre nos efforts en synergie dans le cadre de cette approche intégrée. Nous avons œuvré à combattre les racines économiques et sociales de l'extrémisme en luttant contre la pauvreté, la fragilité et les effets des changements environnementaux pour asseoir la base d'un développement durable. Ainsi, nous avons travaillé à établir un large filet de sécurité sociale qui comprend une assurance maladie gratuite pour environ 15% des familles mauritaniennes, un soutien continu au pouvoir d'achat des citoyens, l'expansion de la construction de logements sociaux et de nombreuses autres mesures dans le même sens. Nous avons également fait de grands efforts pour consolider l'unité nationale et la cohésion sociale en luttant contre l'injustice, la marginalisation et les diverses formes de discrimination et en poursuivant l'ouverture et le dialogue avec toutes les parties, y compris les partis politiques, la société civile et les leaders d'opinion, quelle que soit leur position et vision. À cela s'ajoute l'accent mis sur la réforme de notre système éducatif, l'établissement des règles de bonne gouvernance, la consolidation des libertés individuelles et collectives, la promotion de la jeunesse et l'autonomisation des femmes. En effet, nous sommes convaincus que plus les libertés et la bonne gouvernance seront établies et le niveau d'implication des citoyens dans les affaires publiques plus grand, plus les débouchés pour l'extrémisme et le terrorisme se rétréciront, plus les conditions de sécurité et de stabilité seront créées et plus la possibilité de parvenir à un développement durable et global sera à portée de main. Et comme l'une des conditions fondamentales du développement durable est de relever les défis environnementaux, nous avons œuvré pour réduire les émissions de carbone de 11% et de porter la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique à 50% d'ici 2030. Cette dynamique sera renforcée par un vaste programme de développement de l'hydrogène vert en cours de lancement.
Nos efforts à ces différents niveaux ont été accompagnés par de grandes réformes économiques dictées par la nécessité de faire face aux répercussions catastrophiques de la crise du Covid-19 et de la crise ukrainienne. Ces réformes ont mis l'accent sur l'émergence d'une économie ouverte et diversifiée, efficace en termes de création d'emplois et de génération de valeur ajoutée, ainsi que sur la mise à niveau de nos secteurs productifs pour les rendre compétitifs. Pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, le secteur privé a été associé et fortement impliqué, notamment au travers de partenariats publics et privés dans un contexte où le climat des affaires a été amélioré, l'investissement stimulé et les équilibres macroéconomiques maintenus. Au moment où nous saluons ici le soutien de nos frères des pays arabes à notre marche vers le développement, nous renouvelons l'expression de notre souci de renforcer nos relations politiques, économiques et sécuritaires avec nos frères arabes, convaincus de l'impératif de la promotion de notre action arabe commune et de la nécessité de diversifier et d'intensifier notre coopération économique. Par conséquent, notre pays travaille aujourd'hui d'arrache-pied pour que la 5e session du sommet arabe du développement économique et social, qui se tiendra les 6 et 7 novembre dans la capitale Nouakchott, soit une étape décisive dans la promotion de la coopération économique et de l'action arabe commune. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Je vous remercie. L'actualité à Nouakchott marquée par le soutien que Taazour compte apporter aux retraités des forces armées et des forces de sécurité par le biais de leur association Omran et Insad. La délégation Taazour a signé dans ce sens 2 accords avec les 2 associations sous le regard du ministre de la Défense nationale et du délégué général de Taazour. Quels sont les termes de ces 2 accords? Élément de réponse avec Aminata Khan. 100 millions d'anciennes ouguiyas, en plus du matériel médical en tout genre, c'est l'appui que va apporter la délégation générale à la solidarité nationale et à l'exclusion Taazour pour les retraités des forces armées et de sécurité. La signature de la convention s'est déroulée en présence des représentants des associations des retraités des forces armées et de sécurité et du ministre de la Défense nationale. Ensuite, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour a signé en présence de la directrice nationale du réseau des caisses populaires d'épargne et de crédit une seconde convention pour le financement des activités génératrices de revenus pour venir en appui aux associations. Une convention dont le montant s'élève à plus de 4 milliards d'ouguiyas. S'exprimant, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion a indiqué que la signature de ces conventions permettra aux bénéficiaires d'obtenir des fonds qui leur sont accordés dans le lieu de résidence de manière transparente pour contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie et promouvoir le développement local. Ajoutons que la mise en place de la délégation à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour vient en réponse aux engagements du président de la République pour lutter contre l'exclusion et pour améliorer les conditions de vie des citoyens en autonomisant les familles à revenus limités. La société mauritanienne de télédiffusion envisage de lancer la diffusion numérique terrestre. Le projet encore en gestation faisait ce jour l'objet d'une rencontre visant à sensibiliser les experts sur le processus. La rencontre a été supervisée par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement en présence de son collègue de la transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, suivant le récit de Bokar Bailaba. La télévision numérique terrestre se déploie à grands pas dans notre pays. Le processus de déploiement est en marche.
D'ailleurs, c'est cette stratégie qui a fait l'objet d'une journée de sensibilisation. La télévision numérique terrestre TNT est une évolution technique en matière de télédiffusion, fondée sur la diffusion de signaux de télévision numérique par un réseau de réémetteurs hertziens terrestres. Et dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, Mohamed Ould Seidat, a passé en revue les efforts déployés par la Mauritanie dans le renforcement d'une presse solide et outillée d'importants moyens techniques. Il a précisé que le processus de déploiement de la télévision numérique terrestre illustre parfaitement les efforts de l'État, rappelant que le président de la République a instruit le gouvernement d'engager une réforme de la presse afin qu'il puisse jouir pleinement de son autonomie. Autre intervention, c'est celle faite par le directeur de l'emploi à la télédiffusion de Mauritanie, Abderrahman El-Wafi, qui a indiqué que la mise en œuvre de la TNT est en train de prendre son envol et sera effective dans toutes les Moukhata et l'ensemble des arrondissements administratifs. En d'autres termes, notre pays est dans une dynamique d'optimisation et renforcement de la densification des infrastructures de télévision afin de porter le signal partout. Avec la TNT, il suffit simplement d'en booker de plusieurs chaînes par fréquence contre un seul canal par fréquence en mode analogique. Les téléspectateurs auront désormais une meilleure qualité d'image grâce au mode de diffusion qui sera numérisé, une réception sans interférence, un accès garanti sur l'ensemble du territoire national, un transport d'un volume accru de données et un plus large choix de programmes, entre autres. Depuis que l'Union internationale des télécommunications a adopté un nouveau plan numérique d'assignation des fréquences, la télévision numérique terrestre se substitue progressivement à la télévision analogique terrestre à travers le monde. Comment fixer les dunes de sable et produire les pépinières? Ce sont là les techniques que le département de l'environnement compte inculquer au personnel des délégations régionales. Il a, dans ce cadre, organisé un atelier de formation pour les concernés destiné à les édifier sur la fixation mécanique et biologique des dunes mouvantes. Plus de détails avec Emina Mtakhlil. C'est au profit de 105 employés des directions régionales de l'environnement que le ministère de l'Environnement et du Développement durable a organisé une cérémonie de lancement de 2 formations sur les techniques de fixation des dunes de sable et de production de plantes et pépinières destinées à cet effet. L'objectif étant restaurer les écosystèmes en dégradation, donner davantage d'opportunités d'emploi et améliorer la qualité des prestations des personnels de ces directions régionales. Nous avons lancé la première édition de la quinzaine de l'environnement ce matin. Et c'est donc l'occasion de rappeler les défis auxquels la Mauritanie fait face et les défis également auxquels la plupart des pays dans le monde font face, qui sont le triptyque, donc perte de la biodiversité, mais également dégradation des sols, lutte contre la désertification et la lutte contre les pollutions des sols et des espaces marins. Le personnel du MED doit posséder les compétences nécessaires pour s'attaquer à ces défis. D'où cette série de formations continue. La préservation de l'environnement est un enjeu, est un engagement fort de son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Le chef de l'État a en effet inscrit au centre de ses axes prioritaires cette problématique dans son programme électoral en 2019, Taoudati, et son programme prioritaire élargi intitulé PROPEP, à travers son axe 5, consacré intégralement à la préservation de l'environnement, la création d'emplois verts pour la réduction de la déforestation, la restauration des terres dégradées, le renforcement de la Grande Muraille verte, et la lutte contre les pollutions. Donc, grâce au PROPEP, des investissements importants ont pu également être réalisés. Il s'agit notamment pour le MED de la programmation de 8 bâtiments pour les DRED qui sont en cours de construction par le ministère de l'Habitat, de la réalisation du centre des semences forestières dont le siège se situe dans la Saba, avec 2 antennes dans l'Adrar et dans le Trarza, mais qui restent à opérationnaliser. Toutes ces activités concourent au déploiement de la Stratégie nationale de l'environnement et du développement durable, la SNED, et sont en conformité avec les différentes stratégies sectorielles que sont celles de la biodiversité, de la désertification et de la lutte contre le changement climatique. La formation du personnel des DRED, dans un premier temps, et des équipes des directions centrales dans un second temps, est un préalable et un maillon essentiel
pour assurer la conservation du couvert végétal et la restauration des écosystèmes dégradés. Il est à noter que la cérémonie a également été l'occasion de présenter une note succincte sur le contenu des formations à venir, des formations qui couvriront la capitale Nouakchott, Attar, Bogué et Ayoun. Au niveau du secrétariat exécutif et la force conjointe du G5 Sahel et de leurs partenaires, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, la préoccupation réside dans la sensibilisation des militaires de la force conjointe du G5 Sahel sur la judiciarisation du champ des opérations. Il s'agit de privilégier le recours à des solutions judiciaires pour régler des litiges en lieu et place de l'accord amiable ou la médiation. Les militaires de la force conjointe ainsi que les prévôts et les membres de l'unité d'investigation spécialisée participent à cet atelier de 2 jours ici à Nouakchott que Mohamed Khattat a suivi pour nous. C'est un atelier de sensibilisation des militaires de la force conjointe du G5 Sahel sur la judiciarisation du champ des opérations. Ainsi, 3 jours durant, les participants suivront des exposés et échangeront sur les mécanismes qui assurent la législation du théâtre des opérations militaires, devenue une composante essentielle du travail des forces conjointes. Donnant le coup d'envoi de cet atelier, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général-major Suleiman Ould Ahmed Ould Bouda, a souligné: au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale, je voudrais tout d'abord vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à cet atelier qui participe au renforcement de la confiance entre la force conjointe et les populations dans le difficile contexte de la lutte contre le terrorisme. Ce cadre d'échange s'inscrit en parfaite adéquation avec la feuille de route de la présidence mauritanienne du G5 Sahel qui, conformément aux orientations de son Excellence, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, président en exercice du G5 Sahel, promeut le renforcement des mécanismes de prévention et d'investigation sur le terrain sur les atteintes aux droits humains. Pour sa part, le secrétaire exécutif du G5 Sahel, M. Eric Thiaré, a souligné: la constance de la vision de la présidence mauritanienne et des chefs d'État du G5 Sahel vise à inscrire la lutte contre le terrorisme dans le strict respect des droits humains. En effet, au cours du sommet des chefs d'État tenu ici même à Nouakchott, le 30 juin 2020, les chefs d'État du G5 Sahel ont renouvelé leur engagement à ne tolérer aucune violation des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires. À cet effet, ils se sont engagés à renforcer la judiciarisation des champs des opérations, notamment en poursuivant la montée en puissance de la composante prévôtale des armées nationales et de la force conjointe, de même que l'adhésion de l'ensemble des forces de défense et de sécurité au cadre de conformité en matière des droits de l'homme. Le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, M. Attar François, a quant à lui confirmé: la réussite de la judiciarisation du champ des opérations dépend donc, vous l'aurez compris, de la parfaite collaboration de tous les acteurs impliqués. Il est alors important que ces acteurs, que sont les militaires et les membres de la composante police, partagent les mêmes compréhensions des objectifs du processus de judiciarisation du champ des opérations afin de mieux collaborer lors de sa mise en œuvre. De son côté, la chef par intérim de l'unité de coordination régionale et des investissements au niveau de l'Union européenne dans la région du Sahel, Mme Simonetta Sylvestre, a précisé: l'Union européenne, à travers les missions de la politique commune dans la sécurité et la défense qui sont déployées au Sahel, comme au Cap Mali, au Cap Niger, et la cellule régionale de coordination, il est pleinement engagé dans cette approche multidimensionnelle qui vise à garantir la sécurité et la justice pour tous dans le Sahel et construire un avenir plus sûr, plus pacifique et plus juste pour toutes les générations à venir. C'est dire que l'atelier vise à intégrer les droits de l'homme au cœur des réponses sécuritaires au niveau régional, en plus de créer et d'activer des mécanismes de responsabilisation.
On va à présent parler de cette campagne de salubrité engagée aujourd'hui par les autorités des Mourataat de Tevrazen et Sebra au niveau des principales artères de ces deux communes. Initiative à laquelle ont été associés les citoyens dans le but de renforcer la cohésion nationale et l'esprit de solidarité entre les fils de la nation. Emina Mtrelil. Non à la destruction des biens publics et privés. Notre diversité est l'essence de notre richesse et notre unité nationale est la soupape de sécurité garantissant la viabilité de ce pays et de son peuple. Des déclarations qui résonnent dans les quatre coins de la capitale Nouakchott, sorties aujourd'hui, recoller les morceaux et effacer les traces de journées sombres de violence que déplorent les populations et leurs représentants. Dans la wilaya de Nouakchott-Ouest, les autorités administratives se sont réunies avec les élus du peuple, associations de jeunes et membres de la société civile, l'objectif étant d'appeler tous les acteurs du développement local et de la cohésion sociale à faire face à toute action de nature à compromettre la quiétude collective et la sécurité des populations et des biens. Un appel qui a donné lieu à l'organisation dans la Mourataat de Tevrazen d'une campagne de nettoyage des rues ayant connu des actes de saccage et de vandalisme. Les élus locaux du plus haut niveau, membres de la société civile et population sont allés sur le terrain main dans la main pour condamner, réparer et mettre en garde contre tout acte malveillant visant à ébranler la sécurité et la sérénité des populations. Celles-ci ont demandé à tous les Mauritaniens de tourner le dos aux discours racistes, extrémistes et haineux. Les populations de Sebra, qui ont été les plus affectées par les actes de vandalisme, ont appelé à l'éveil et à la vigilance pour faire face à tout acte de violence nuisible à la patrie. Dans la wilaya de Nouakchott-Sud, une réunion visant le même objectif a été organisée avec les hakems, chefs de service et représentants des organisations de la société civile ainsi que les leaders religieux. Le wali, M. Niang Jibril Hamadi, a indiqué que l'objectif de cette rencontre est d'appeler à la protection de l'unité nationale et l'ancrage de la culture de cohésion sociale et de fraternité entre les différentes composantes du peuple mauritanien. Il s'est appuyé dans son intervention sur le discours du président de la République prononcé à Ouadane et l'appel de Djewol. Le wali a appelé toutes les composantes du peuple mauritanien à se rassembler et à s'unir face aux défis de paix et de sécurité que représente le discours de haine. Sur le terrain, les populations de la Mourataat de l'Mina ont procédé au nettoyage des rues et marchés afin de rompre avec l'image traumatisante laissée par les actes de violence vécus ces derniers jours. Sur le terrain, les agents communaux de l'Mina et les populations locales ont demandé à leurs concitoyens de ne pas tendre l'oreille aux ennemis de la patrie qui cherchent à semer la zizanie entre les différentes composantes du seul peuple mauritanien. Nous sommes, disent-ils, profondément attristés par les actes de violence et de vandalisme qu'a connus notre commune. Nous demandons à nos jeunes de faire preuve de sang-froid face à toute situation du genre, à ne pas y adhérer et à en informer les services compétents afin de préserver nos acquis, nos biens et nos vies. Nous reformons ce journal par la wilaya de Lassaba et précisément de la ville de Kifa qui a abrité ce jour une réunion présidée par le wali avec les imams, les maîtres des mahadras ainsi que les acteurs de la société civile et les associations de jeunes. La réunion a discuté du travail collectif comme moyen permettant de cristalliser l'unité nationale. Aminata Khan. Kifa, capitale de la wilaya de Lassaba, dans l'un des marchés, nous remarquons la diversité de sa population, car nous savons qu'au niveau de la wilaya de Lassaba résident toutes les composantes de notre société. Un tissu social très unifié, indique cet homme, où les populations luttent avec ardeur contre les discours haineux. Il poursuit en indiquant que les habitants de cette wilaya croient fortement à l'unité nationale et que tous devront apporter notre contribution pour préserver le tissu social. Cet autre a abondé dans le même sens, indiquant que nous devons éviter tout ce qui est de nature à séparer les fils de la Mauritanie.
Cette dame a déclaré que les populations doivent laisser le gouvernement mener ses enquêtes. Un citoyen doit faire preuve de calme dans certaines circonstances. L'État est le garant, poursuit-elle, de la stabilité et de la sécurité des populations. Les événements qui se sont déroulés dernièrement, conclut-elle, sont regrettables. Cependant, nous devons faire confiance en nos institutions. Et c'est dans ce cadre que l'Ouali de la wilaya de Lassaba a tenu une réunion pour sensibiliser les imams, les acteurs de la société civile et les leaders d'opinion sur le rôle que ces derniers ont à jouer pour la préservation de la paix sociale. Dans la foulée, Abderrahman Ould El Hassan, Ouali de Lassaba, a indiqué que le droit de manifester n'est pas synonyme de vandalisme ou de terreur, indiquant que dans ce sens, le rôle des élus, des leaders d'opinion et des acteurs de la société civile est très important en de pareilles circonstances car il permet de ramener la paix et la quiétude dans le pays. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République de retour à Nouakchott en provenance du Caire au terme d'une visite d'amitié et de travail en République arabe d'Égypte. Durant son séjour dans la capitale égyptienne, le président de la République a visité plusieurs centres d'intérêt. La société de télédiffusion de Mauritanie, TDM, lance une journée de sensibilisation sur la diffusion numérique terrestre. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'Il Mauritania. Au revoir.